On va pouvoir maintenant commencer la conférence. Je vais commencer par présenter une des intervenantes, Christine Deleuze. Vous avez fait l'école polytechnique avant de rejoindre l'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts, dans laquelle vous avez fait 2 ans de recherche, 2 ans en tant qu'enseignante chercheuse. Vous êtes ensuite responsable de recherche pendant 10 ans à l'association Forêt Cellulose, qui propose une réflexion sur la durabilité de l'industrie papetière. En 2008, vous rejoignez l'ONF, que vous représentez fièrement avec votre pull, en recherche et développement, puis vous rejoignez la direction de projet stratégie carbone en 2022 pour travailler sur le rôle de la forêt dans l'atténuation du changement climatique et la nécessité de la préserver. Moi j'ai présenté mademoiselle Nathalie Breda, Nathalie Breda qui est ingénieure des eaux et forêts, ensuite a soutenu une thèse en écophysiologie forestière. Elle est directrice adjointe, directrice de recherche à l'INRAE depuis 2005. Elle a passé notamment 8 ans au sein du programme ACAF, qui étudie les effets conjoints de différentes modifications globales sur le climat, l'agriculture. Vous travaillez sur les thématiques de la vulnérabilité des forêts aux aléas climatiques, biotiques et aux changements globaux, ainsi que sur l'adaptation des forêts au réchauffement climatique. Donc des travaux pour lesquels vous avez été promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur, si j'ai bien compris. Et vous déclinez vos interventions par différents angles, donc la recherche, l'expertise, l'enseignement et les différentes animations. Moi, je vais présenter Yves Leroux. Alors, vous êtes ingénieur agronome de formation. Vous êtes issu de la même école où vous enseignez aujourd'hui, à savoir l'ENSAIA, Université de Lorraine, où vous enseignez depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, il s'agit d'une école d'agronomie à Nancy qui se positionne comme école de l'innovation et de la transition, qui s'engage dans la transition agroécologique et énergétique depuis plus de 15 ans. En 2013, après plus de 4 ans de projet, une unité de méthanisation a été lancée sur la ferme de l'ENSAIA. Dans ce cadre, vous portez la chaire industrielle AgroMéta de l'ENSAIA, Université de Lorraine, qui regroupe 5 laboratoires ainsi qu'une dizaine de partenaires industriels. Vous proposez une réflexion sur une méthanisation durable, avec tout dernièrement l'intégration de l'agrivoltaïsme. Au sein du laboratoire animal et agri-écosystème, vous travaillez dans l'équipe d'évaluation et maîtrise des transferts de micropolluants et résidus dans la chaîne alimentaire. Vous travaillez en partenariat avec la sécurisation des filières animales aux Antilles, notamment sur le traitement par méthanisation des effluents contaminés par la chlordécone. Enfin, vous êtes responsable de la spécialisation d'ingénieur développement durable des filières agricoles. Et enfin, François Jérôme, vous êtes donc chercheur en chimie durable au CNRS depuis 2002, mais également directeur adjoint peut-être, mais directeur recherche au sein de l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, de son petit nom IC2MP. Vous avez aussi eu un rôle majeur dans la création de la Fédération de recherche en chimie verte INCRIS, et en 2015, vous avez même reçu un prix, il me semble. Le réseau de recherche INCRIS, c'est un réseau collaboratif public-privé dédié à l'éco-conception et aux ressources renouvelables, regroupant 8 labos, notamment en France. Ce groupement a notamment participé à la création du plus gros congrès international en chimie verte, qui se tient tous les 2 ans, prochaine édition, rendez-vous à La Rochelle en 2025. Et puis, pour finir de vous introduire, il est temps de dire qu'en 2021, vous avez également été lauréat du prix de la médaille de l'innovation CNRS en chimie verte et durable. La parole est à vous, maintenant, sur la thématique « Attendons-nous trop de la contribution de la biomasse à l'atteinte de la neutralité carbone ?» On va applaudir les hommes. C'est moi qui commence. Alors, on m'a demandé de préparer quelques diapos, donc je vais aller assez vite, parce que pour ne pas être redondant, je ne sais pas s'il y a des gens en plus par rapport à tout à l'heure. Qui c'est qui n'était pas là? Ok. Moi, je suis chimiste de formation. Donc, je vais très brièvement vous donner quelques messages de chimie en relation avec l'utilisation de cette biomasse et la neutralité carbone, mais surtout essayer de vous montrer un petit peu
ce que représente aujourd'hui la chimie dans la société. Donc en fait, un chimiste, c'est quoi? Un chimiste, en fait, il fait des Legos. Et où est-ce qu'il trouve ces Legos? Il les trouve un petit peu sur Terre, Voilà la boîte à Lego qu'on appelle le tableau périodique. Et tout l'enjeu d'un chimiste, c'est quoi? C'est d'assembler ces Legos pour reformer des molécules et des matériaux. Et quand on regarde cette boîte à Lego, il y a un élément qui est central, qu'on utilise énormément, et qui a fait l'objet de cette journée, c'est le carbone. Et le carbone, on le trouve en fait dans les entrailles de la Terre, c'est ce qu'on appelle du carbone fossile, sous 3 ressources, essentiellement le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 scénarios, il y a une majeure partie, la très grosse partie qui est utilisée pour faire de l'énergie, donc chaleur, carburant, électricité, et les 10-15% qui restent pour faire de la chimie. Alors, comment ça se passe? En fait, vous avez peut-être vu parfois une raffinerie. En fait, le pétrole, en fait, il arrive par bateau au niveau des raffineries, qui est une espèce de grande distillation. Donc, vous distillez, vous avez les coupes légères qui passent en haut, puis ensuite les coupes de plus en plus lourdes que vous récupérez. Donc, ça va des essences, kérosène, gasoil, lubrifiant, etc. Et à la fin, vous avez un mélange très visqueux qu'on appelle le bitume, donc qui est épandu sur les routes. Donc, ce qui est intéressant de voir dans une raffinerie aujourd'hui, parce que c'est le modèle de la chimie, l'objectif d'une raffinerie, c'est de produire des carburants. Et avec les coproduits de la raffinerie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient faire tous les produits de la vie de tous les jours qui nous entourent. Ça veut dire finalement, quand je regarde une raffinerie isolée dans son coin, sans parler des problèmes de réchauffement climatique en termes de process, on a un système qui est extrêmement optimisé. Vous avez vraiment zéro déchet dans une raffinerie. Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui de chiffres sur l'approvisionnement. Moi, je vais vous donner quelques chiffres sur la partie plutôt volumes qui sont utilisés en chimie. Alors, énergie plus chimie. Donc, si on regarde le pétrole, si vous prenez un baril de pétrole, un baril classique, ça fait 159 litres, c'est l'unité. Par jour, si vous mettez tous les barils de pétrole côte à côte, c'est 1,5 fois le tour de la Terre. Par jour. C'est ce qu'on sort des entrailles de la Terre. Si vous les empilez, ça fait une colonne de 76 000 km de haut. Donc vous voyez un petit peu, ça vous donne un petit peu les volumes auxquels on fait face. Donc tout à l'heure, là, je pense que mon collègue va vous parler d'approvisionnement en biomasse. On voit tout de suite les volumes que représente aujourd'hui la chimie plus énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fossile? Majoritairement, on le brûle. On le brûle de 3 manières, soit dans les moteurs pour vos voitures, soit on va le brûler pour produire de la chaleur, soit de l'électricité. Lorsque vous faites ça, vous libérez de l'eau, quand tout se passe bien, de l'eau et du dioxyde de carbone, et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi on a ces émissions de dioxyde de carbone qui s'emballent aujourd'hui dans l'atmosphère. Là encore, on peut vous donner un chiffre. Par jour, c'est comme si vous remplissiez et que vous ouvriez 140 000 stades de France par jour remplis de CO2 que vous libérez dans l'atmosphère. Vous voyez, c'est quand même des volumes, on parle vraiment de volumes gigantesques. Alors les stratégies, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a bien évidemment des stratégies qui sont axées plutôt vers l'énergie, avec tout ce qui est capture du CO2, énergie renouvelable, sur la partie matière première, carbone renouvelable, également tout ce qui est recyclable. Et puis on s'intéresse de plus en plus en chimie à nos déchets. Et pourquoi on s'intéresse aux déchets? Juste vous montrer ce graphe-là qui est assez intéressant, qui a été publié dans les années 2020. En fait, qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre en vert la quantité de biomasse qui est produite sur Terre annuellement. Donc, tu me diras si le chiffre est correct. Mais surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est en dessous, la courbe qui monte, qui est en fait la masse cumulée d'objets qui est produite par l'homme. Alors, tout confondu, vous avez que ce soit des déchets de biomasse, du béton, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les années 2020, plus ou moins 6 ans, donc c'est maintenant, finalement, on produit plus en masse de déchets que la planète est capable de produire de biomasse. Juste pour vous donner un exemple, on estime à peu près que la masse de biomasse vivante, c'est à peu près 4 gigatonnes, et l'homme a déjà produit 8 gigatonnes de plastique. Si on regarde la masse de biomasse arbre-arbuste, c'est à peu près 900 gigatonnes, et l'homme a produit 1100 gigatonnes d'infrastructures, alors que l'homme ne représente que 0,01% en poids de cette biomasse. Donc vous voyez tout de suite l'impact que ça représente. Donc une des alternatives qu'on regarde dans le domaine de la chimie parmi ces déchets, ce sont des déchets type ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, lignocellulosique, des déchets soit de la forêt, du bois, de l'alimentaire, de l'agriculture, etc. Et ce qui est très important pour nous, c'est quand on regarde ce déchet, c'est ce que je disais tout à l'heure, un chimiste il voit à peu près 75% de sucre. Et là, bien évidemment, l'objet étant de faire de la chimie à partir de ces sucres et de refaire les différentes briques. Le problème que l'on a aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on a énormément de mal, je dirais,
à atteindre l'échelle industrielle, parce qu'en fait, on a des technologies qui ne sont pas aujourd'hui matures pour convertir ces matières premières à des coûts compétitifs par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc la conséquence, c'est quand ça arrive près du consommateur, ce sont des molécules qui sont, enfin, des produits qui vont être beaucoup plus chers. Donc la conséquence de ça, c'est également ce que je disais tout à l'heure, c'est que le taux de pénétration de ces molécules dans le domaine de la chimie, il est seulement de 3%, et là où vous avez une pénétration plus importante, c'est plutôt les marchés où vous avez de la haute valeur ajoutée. Donc je pense que vous entendez tous parler dans le domaine de la cosmétique, la détergence, etc. Il suffit de regarder les ingrédients, ils sont classés dans l'ordre. Vous allez voir, vous allez retrouver beaucoup de molécules biosourcées. Donc les messages que je voulais faire passer pour démarrer cette table ronde, c'est que la biomasse est intéressante. Attention, ce n'est pas forcément un produit durable, il faut le vérifier. Le gros souci qu'on a avec ces produits biosourcés, ce sont les process pour les transformer qui sont très très énergivores. Ça veut dire que derrière, on va avoir des bilans en termes totaux de bilan de CO2 qui ne sont pas toujours favorables. Le sourcing, on l'a mentionné tout à l'heure, bien évidemment est le point clé. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, en chimie, on n'oppose plus trop pétro-sourcé face à biosourcé, mais plutôt recyclabilité face à biodégradabilité. Donc en fait, pour les gens qui viennent d'arriver dans la salle, le gros message que je veux faire passer, c'est de dire qu'on peut faire des choses à partir de la biomasse, mais alors en termes de process, je pense que mon collègue parlera plutôt de l'approvisionnement tout à l'heure, mais en termes de process, les technologies qu'on a développées depuis plusieurs années sur la chimie ne sont pas forcément adaptées aujourd'hui pour aller transformer ces déchets, et donc il faut repenser, et ça prend du temps. La chimie s'est développée sur 100-150 années, on ne peut pas comme ça switcher en seulement 10-15 ans sur une nouvelle ressource. Alors moi, comme ça vous a été dit, moi je suis biologiste, physiologiste des arbres et écologiste. Et donc je vous ai préparé quelques diapos pour vous parler de ce que subit actuellement notre forêt dans sa capacité à croître, à pousser, et donc si elle pousse, elle stocke du carbone. Et parce que justement, le mot durabilité a été prononcé, donc certains pensent que la ressource forestière est infinie et durable. Ce dont on arrive parfois à douter, en particulier dans les années récentes où on a eu des événements climatiques assez majeurs. Donc moi on m'a demandé les mots-clés qui m'ont été confiés pour ce soir, c'est impact du changement climatique et adaptation. Alors les impacts du changement climatique, je vais élargir un petit peu parce que moi je travaille non seulement sur les impacts du climat, mais sur l'ensemble des impacts qu'on appelle issus des changements globaux, c'est-à-dire aussi des effets de la pollution, en particulier de la pollution azotée, qui est une pollution importante pour la végétation. On s'intéresse aussi aux effets directs de l'augmentation du CO2 sur le fonctionnement des plantes. Ça, c'est quelque chose d'important, on va y revenir. On travaille aussi sur des événements, des accidents plutôt liés à des insectes ou à des maladies qui peuvent être liés à l'évolution du climat, mais pas nécessairement. On a beaucoup de maladies émergentes qui n'ont rien à voir avec le climat, simplement c'est des actions anthropiques qui font qu'on importe des parasites de Chine en important des plants, etc. Et puis les changements de pratique, alors ça, Christine en reparlera peut-être, les changements dans la sylviculture, dans la manière dont on exporte les bois, dont on peut dégrader les sols, soit en termes de fertilité ou en termes de qualité physique. Les effets du climat, ils sont schématisés à côté, donc des événements extrêmes, de chaud, de froid, de pluie, de sécheresse, et puis des effets induits que sont les incendies. Et ça, pour les forêts, c'est important, parce que quand on brûle une forêt, on déstocke brutalement des grosses quantités de carbone. Donc par rapport à la question de ce soir, c'est important. Quelles sont les caractéristiques du climat qui ont changé? Pour moi, c'est important de les distinguer. Ce qu'on entend le plus, et ce qu'on a tous en tête, c'est l'augmentation graduelle des températures. Les températures qui s'augmentent sur des tendances assez lentes et à long terme, même si ça s'accélère, ça reste des tendances à long terme. Mais on a aussi toute la fréquence et l'occurrence des événements extrêmes qui changent dans leur distribution, donc à la fois les extrêmes plus chauds ou les extrêmes plus froids, les extrêmes plus secs ou les extrêmes plus humides. Donc ça, c'est quelque chose d'important dans les contraintes pour la forêt. Et la dernière chose, c'est la variabilité interannuelle
et saisonnière. Cette impression qu'on a tous exprimée, c'est qu'il n'y a plus de saison. Et donc, effectivement, il y a une composante dans la saisonnalité qui peut changer dans certaines années et qui perturbe le fonctionnement de la végétation. Pourquoi c'est important pour moi de distinguer? C'est que l'augmentation graduelle, même si elle est rapide, c'est quelque chose que j'appellerais un stress chronique, auquel correspondent des évolutions à long terme de la niche écologique des essences qui peut permettre une certaine acclimatation de la végétation. Les deux autres contraintes qui ont changé, ça c'est quelque chose qui va se manifester par des chocs sur les écosystèmes. Une canicule, une sécheresse, ça c'est quelque chose qui arrive rapidement et face auquel la végétation n'a pas nécessairement le temps de s'adapter. Et ça, souvent, c'est ce qu'on considère comme des stress aigus qui vont provoquer des dépérissements, voire des mortalités d'arbres. Alors, je vais vous faire une diapo d'histoire parce que c'est tout à fait intéressant, y compris pour les jeunes. Je pense que c'est des choses... C'est qu'en fait, les impacts du changement climatique sur la forêt, on les a découverts dans les années 80-90 dans notre laboratoire. Moi, j'étais encore bébé, donc... c'est pas moi qui bossais là-dessus, mais mes prédécesseurs ont découvert de manière assez inattendue les effets du changement climatique. Dans les années 80, fin 80, début 90, on voyait paraître des articles qui annonçaient la mort des forêts en France, en Allemagne. C'était le Waldsterben, donc la disparition des forêts était annoncée. J'ai appuyé sur le bouton qui ne faut pas. Est-ce que ça marche mieux? Oui. Et donc cette disparition des forêts était, voilà, l'hypothèse c'est que c'était la pollution atmosphérique qui faisait mourir les forêts. Donc dans notre équipe à Nancy, là, on a un chercheur qui a commencé à se dire on va regarder comment on pousse les arbres. Pour ça, il a carotté les arbres, il a extrait des petits morceaux de bois, ça s'appelle de la dendrochronologie, et à partir de là, il a fait parler les arbres pour retracer leur dynamique de croissance depuis le début de leur vie. Et il a étudié en particulier le sapin, à la fois dans les Vosges et dans le Jura. Et ce qu'il a observé, c'est que il y a les années de grosses sécheresses, dont la sécheresse de 76, se sont traduites par des grosses réductions de croissance pour les sapins dans les Vosges. Et qu'après ces réductions de croissance, c'était le cas aussi pour des sécheresses plus anciennes, c'était pas tout inédit, hein, il y avait déjà eu ça par le passé, dans les années 20 et 40, 48. Bien la croissance récupère après ces années-là. Donc ce qu'il a montré aussi, c'est que ces variations de croissance, en fait, elles étaient très très dépendantes du climat et pas de la pollution. Par contre, ce qu'il a montré, et c'est là la surprise quand on travaille sur les forêts qui sont en train de mourir, c'est que ce que Michel Becker a montré, c'est que les forêts poussent de mieux en mieux. Et donc ça, c'était quand même une grosse surprise. Il a été considéré comme un fou pendant un certain temps. Cependant, ces résultats ont été confirmés à l'échelle européenne sur d'autres essences. Les travaux de Michel Becker se sont continués dans le labo, sur d'autres essences, l'épicéa, le hêtre. Et donc, c'est quelque chose qui s'est confirmé et qui était tout à fait marquant. Alors, on a commencé à se demander pourquoi. Les hypothèses sont que là, c'était dans les Vosges, donc moyenne montagne. Il fait moins froid, donc on lève certaines contraintes, on permet à la végétation de pousser plus longtemps, par exemple. Il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, je vous l'ai dit, ça a un effet très positif sur la photosynthèse. S'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, la photosynthèse va être activée, d'autant plus s'il y a plus d'azote. Quand on fertilise par de l'azote, on améliore encore le rendement de la photosynthèse. Donc finalement, dans un premier temps, nos émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de polluants ont eu un effet booster sur la croissance des arbres. Mais ça, c'est à condition qu'il n'y ait pas de facteur limitant autre. Et donc, moi je suis arrivée dans le monde de la recherche à peu près à cette période-là, dans la dynamique des recherches. Et donc nous, on a commencé à travailler sur est-ce qu'effectivement, si on a plus de CO2 dans l'atmosphère, on améliore la croissance des arbres. Donc il y a eu plusieurs travaux qui ont été menés. Effectivement, on améliore le rendement en fait, de la machine arbre. On améliore pour la même quantité d'eau, on arrive à produire plus de bois quand on a plus de CO2.
C'est des choses qui ont été vérifiées en situation de forêt sur des grands arbres, avec, alors, principalement aux États-Unis, avec des dispositifs FACE, où on injecte du CO2 dans l'atmosphère pour voir si effectivement les arbres vont pousser mieux. On a fait ça aussi beaucoup en conditions contrôlées sur des jeunes arbres. Et dans les deux cas, on augmente la production d'à peu près 30% quand on double la teneur en CO2 atmosphérique. Mais toutes ces expériences ont montré aussi que s'il y avait en même temps que cette augmentation de CO2 une sécheresse ou un stress nutritionnel, alors on perdait tout effet bénéfique. Donc voilà, s'il y a un autre facteur limitant, sécheresse ou problème nutritionnel, eh bien on n'a plus ce gain de croissance. Des travaux plus récents ont continué à travailler sur ces variations de croissance, et en fait, là on commence à devenir un peu inquiet parce que les tendances ont justement tendance à s'inverser. Donc tout ce qui était ça pousse de plus en plus vite, là on se rend compte sur beaucoup d'espèces que ça pousse plus aussi vite, voire même que ça s'inverse, que ça ralentit, ça s'écroule pour certaines espèces. Vous voyez, le chêne pubescent, le pin d'Alep, le pin sylvestre, le hêtre en haut à droite, ont tous des courbes de croissance qui se ralentissent. Ça, ce sont des travaux qui ont été, des analyses qui ont été menées jusqu'à 2005. Les travaux plus récents encore de l'inventaire forestier national confirment ça sur les 20 dernières, les années plus récentes, là, de 2006 à 2020. L'épicéa, qui, sur ma diapo précédente, montrait une tendance encore positive, là c'est la deuxième case sur la ligne du bas, et bien là, ça y est, ça bascule avec une croissance qui s'écroule pour l'épicéa et qui s'écroule aussi pour le hêtre. Encore plus récemment, depuis les années 2018, on a vu apparaître dans la presse plein d'articles qui alertaient à nouveau sur la mort des forêts, sur le fait que les arbres dépérissaient, et ça en lien avec la sécheresse exceptionnelle qu'on a connue en 2018, qui s'est prolongée en 2019, en 2020. Donc on a eu des sécheresses récurrentes qui ont à nouveau induit une nouvelle vague de dépérissement très massive sur beaucoup d'essences. Et là-dedans, il y a des choses auxquelles on s'attendait, à nouveau des dépérissements de sapins, d'épicéas, de chênes, mais de manière plus originale et plus nouvelle, on a eu des mortalités de hêtres qui étaient assez inédites. Donc finalement, tout ça pour vous dire que ce qu'on observe là depuis 2015 de manière très forte, mais ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que la mortalité de la forêt française augmente. Elle augmente pas de manière linéaire, continue. C'est des vagues qui sont à chaque fois déclenchées par des successions de sécheresses. Ici, vous avez sur la courbe noire une courbe de mortalité qui est observée sur un réseau systématique de placettes en forêt. Et en dessous, vous voyez un indicateur de sécheresse que j'ai calculé, qui représente la surface de la forêt française qui est en situation de sécheresse extrême. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'ai des barres rouge-orange qui se suivent, eh bien on a une augmentation de la mortalité. Et puis l'accroissement en volume des arbres se ralentit, et sur la période récente, on a quantifié, enfin l'inventaire forestier a quantifié de l'ordre de 35 à 40% de réduction de croissance. Alors concernant les mortalités, toutes les essences ne meurent pas de la même façon, c'est pas partout en France réparti de manière homogène, puisque évidemment c'est là où il y a eu des sécheresses sévères qu'on a ces mortalités exceptionnelles. D'une part, la sécheresse est le facteur qui déclenche, mais ensuite il y a des autres agents qui interviennent comme les insectes qui profitent de l'affaiblissement des arbres pour les tuer. Et puis attention, le changement climatique a bon dos, tout n'est pas de sa faute. On a des arbres qui meurent, on a en particulier 2 espèces en France qui sont celles qui meurent le plus, qui sont le frêne et le châtaignier, et qui meurent pour des raisons de maladies qui n'ont rien à voir avec le changement climatique. Donc attention, des fois le changement climatique, on lui fait porter beaucoup de choses, il n'est pas toujours en première ligne. Donc certains ont peut-être vu, je crois que c'était en 2022, dans Le Monde, ces articles qui annonçaient que le puits de carbone de la forêt française était en train d'être menacé, de se réduire. Et donc c'est justement après ces gros épisodes de dépérissement, où on a beaucoup d'arbres qui sont morts, où la croissance a diminué, où on a dû récolter des arbres parce que
bien, ils étaient morts suite à des attaques d'insectes en plus. Eh bien, il y a certaines régions qui non seulement dont la forêt n'était plus un puits de carbone, c'est-à-dire où la photosynthèse et le stockage de carbone dans les forêts, dans le bois, n'était plus quelque chose d'intéressant, parce que comme il y a sécheresse, les stomates de la plante se ferment pour économiser l'eau, et ça a un effet direct, c'est que la photosynthèse ne marche plus. D'accord ? Donc s'il n'y a plus de photosynthèse, la pompe à carbone de la végétation est fortement ralentie, voire stoppée pendant la période de sécheresse, et donc ça ralentit la capacité à assimiler du carbone par photosynthèse. Si en plus, si la photosynthèse s'arrête, ben, l'accroissement du tronc va également ralentir, va s'arrêter. Et puis donc, comme on a eu ces mortalités massives, que ces arbres on les a récoltés, eh bien, on a aussi déstocké du bois qui était dans les troncs en forêt, qu'on a extrait, pour en faire quelque chose. Hein. On ne les a pas laissés en forêt, on ne les a pas brûlés, on a essayé de les valoriser, mais ça a été des déstockages massifs. Et donc les régions les plus concernées sont les régions où les sécheresses avaient été les plus fortes et où les récoltes d'épicéas, d'épérissants et morts étaient importantes. Bon, ça c'est un article de presse, mais là on a une étude récente qui vient de retravailler sur la dimension en fait, de la capacité du secteur forêt-bois de stocker du carbone en France, et avec des projections vers le futur, selon des scénarios plus ou moins drastiques, pour évaluer ce qu'on peut attendre de la forêt comme puits de carbone. Et donc ces résultats-là, et ce papier-là en particulier, là, on fait réfléchir nos politiques, et nous on a quand même bien agité ces résultats-là auprès d'eux, parce que la stratégie bas carbone de la France table sur une hypothèse confie à la forêt une grosse mission de stocker une partie de nos émissions de CO2. Et en fait, si on veut que ça continue, eh ben, il va falloir adapter la forêt pour l'aider à continuer à être un puits de carbone. Et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre un certain nombre d'actions, de processus, et il y a plein de choses à faire, il n'y a pas une piste magique pour adapter la forêt, de façon à réduire les périodes pendant lesquelles la forêt ne stocke pas parce que c'est trop sec, ou bien des espèces qui ne seraient pas aussi vulnérables et mourantes en cas de sécheresse. Donc 2 diapos pour terminer sur les formes d'adaptation. En fait, alors comme il a été bien repéré dans mon CV, j'ai piloté pendant presque 10 ans un gros programme sur l'adaptation. Et on a fini par synthétiser les différents aspects de l'adaptation, la nature et l'ampleur de ce qu'il faut adapter en fonction de l'ampleur du changement auquel on va devoir faire face. Quand on parle d'adaptation, la première chose, c'est à quoi on va être exposé et quelle va être l'ampleur du changement. Donc vous avez ici en X un axe d'importance du changement climatique, et donc en Y, plus on va s'éloigner de ce que les écosystèmes ont déjà connu. Donc la première forme d'adaptation, c'est ce que j'appelle l'adaptation incrémentielle, où ça va être une adaptation réactive. On a des arbres qui crèvent, ben on va essayer de faire quelque chose, donc on va réagir, on va faire face. Une adaptation systémique, on va essayer de continuer à demander à la forêt de rendre les mêmes services écosystémiques qu'elle rend aujourd'hui, en ajustant le système pour la rendre plus capable de faire face aux accidents climatiques. Et puis la troisième forme, c'est celle qu'on appelle l'adaptation transformationnelle, où là on va transformer les systèmes plus en profondeur. Ça se prépare, c'est de l'adaptation planifiée, et plus on va aller vers cette forme d'adaptation, plus on va avoir des ruptures, et plus les besoins en recherche et innovation sont importants évidemment. Pour donner un petit peu de concret à ces 3 patates d'adaptation, si je peux les appeler ainsi, l'incrémentiel, bah, c'est gérer les crises, donc pas laisser les arbres morts en forêt, essayer de les récolter et de les valoriser, mettre en place de la surveillance, parce que ça c'est super important pour savoir comment ça va évoluer, est-ce que les arbres qui ne sont pas morts vont récupérer, par exemple.
L'ajustement systémique, ça va essayer de diversifier pour avoir dans les mêmes forêts plus d'espèces différentes, plus de structures, d'âges différents, etc. On va essayer de peut-être réfléchir à des systèmes d'assurance face aux risques climatiques. On va essayer de modifier la sylviculture pour être un peu moins consommateur d'eau, ce qu'on appelle une sylviculture économe en eau. On peut aussi s'interroger sur certaines stations pour apporter des amendements pour booster un peu la nutrition des arbres. Puis on va essayer des trucs en fait. Expérimenter en forêt, c'est un vrai outil d'adaptation en fait. On essaye, on ne sait pas tout, mais on peut commencer à faire des choses à condition qu'on les renseigne correctement. Et puis transformer, c'est abandonner certains services, c'est-à-dire ne plus pouvoir dans toutes les forêts avoir la multifonctionnalité où on fait à la fois de la production, de la protection des sols, de la biodiversité, de l'accueil du public, etc. Et ça peut être spécialiser les forêts en fonction de leurs conditions pédoclimatiques, imaginer des nouveaux modèles économiques, parce que si on abandonne par exemple le service de production de bois dans une forêt, aujourd'hui le modèle économique qu'on a va s'écrouler. C'est-à-dire que c'est ça qui finance les autres services aujourd'hui qui ne sont pas rémunérés. Vous ne payez pas votre bol d'air en forêt, et donc pour l'instant ce qui permet de vous accueillir c'est la vente de bois. Il y a aussi des freins réglementaires, il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce que la réglementation interdit d'introduire des essences qui ne sont pas présentes en France ou des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses à faire. Voilà, je m'arrête là, j'espère que ça suffit pour qu'on déclenche une discussion entre nous.